Vermouth. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. C'est parti. Quand faut y aller, faut y aller. Ok, là, donc, je suis en live sur le de Guyane. Donc, bonjour tout le monde. Alors, déjà, on va voir s'il y a du monde. Et s'il y a du monde, dans un premier temps, ce que je vais vous demander, c'est de me dire si vous m'entendez correctement et si vous me voyez correctement. Ça va être la première chose avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Voilà. D'accord? Donc, je vais attendre une minute ou deux quand même pour savoir si vous m'entendez, s'il y a du monde. Et ensuite, on enchaîne et on envoie à sauce direct. Ok? Donc, là, normalement, en tout cas, on est en live. Donc, c'est cool. Ça devrait le faire. Let's go. Ok. Ok, ok. J'attends une minute de plus et on balance. Comment ne plus avoir peur de l'échec? Ah, parce que l'échec, ça empêche pas mal de personnes. Bonjour, bonjour, bonjour Dino, bonjour, j'espère que tu vas bien. Salut Mitch, j'espère que ça va aussi. Donc voilà. Ok, on va pas tarder à balancer complètement la sauce. Ok les amis, c'est parti. Ok Titine, nickel, on est parti. Donc aujourd'hui les amis, on va parler de l'échec et plus précisément de comment ne plus avoir peur de l'échec. Donc accrochez-vous, ce sera assez dense et il y aura pas mal d'informations. Donc pour celles et ceux qui le voudront, je pourrais éventuellement envoyer les notes pour que vous ayez un résumé, parce qu'il y aura pas mal d'idées, je pense, sur lesquelles vous voudrez revenir. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi on a autant peur de l'échec. Et vous allez vous rendre compte que c'est différent dans différentes parties du monde. La peur que l'on va avoir et la honte que l'on va avoir, notamment en Occident et plus précisément en France par rapport à l'échec, sera différente je dirais, de la façon dont on va voir l'échec, par exemple, aux États-Unis. La première question que je vais vous poser avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est pour vous, ça veut dire quoi échouer en fait? Pour vous, ça veut dire quoi échouer? Et donnez-moi un ou deux synonymes d'échec. Pour vous, c'est quoi l'échec? C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est synonyme de quoi? Quand tu as échoué, c'est quoi? Premièrement, pour que je puisse comprendre, vous, comment vous voyez l'échec. Ça, c'est très important. Et je voulais vous poser aussi une question, et vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs. Qui est déjà parti aux États-Unis ou bien qui veut partir aux États-Unis? Ça aussi, c'est très important. Pourquoi je vous pose cette question-là? C'est parce qu'on va comparer tout simplement la culture de l'échec, ce qu'on appelle la culture de l'échec en France et aux États-Unis. On va se rendre compte qu'on a des cultures qui sont très différentes. Donc, pour vous donner des grandes tendances par rapport à la culture de l'échec en France et aux États-Unis, en France, on a tendance à avoir une culture culpabilisante de l'échec. Ça veut dire que si tu as échoué, tu vas culpabiliser, c'est pas une bonne chose, tu as vraiment honte de ce que tu as fait, il faut plutôt que tu caches ton échec. D'accord? On va avoir tendance à voir les choses comme ça en France. L'échec a tendance à être associé à la personne qui échoue. On te met une étiquette en fait. Je vais donner un exemple tout à l'heure et vous allez voir à quel point on fait cet étiquetage sur les gens en France. Mais on a tendance à associer les gens à leur échec. Si tu as échoué, tu es l'échec. C'est toi qui es nul et tu ne vaux rien en fait. C'est toi le problème. Et on va voir que ça, c'est une façon très toxique d'associer l'échec aux gens. Ensuite, en France, on a tendance à se dire que si on échoue, c'est être coupable en fait. Échouer, c'est être coupable. Et on va voir qu'aux États-Unis, la mentalité est quand même différente. Et échouer, en fait, est perçu comme une honte, comme je le disais. Si tu as échoué, ah ouais, franchement, vaut mieux que tu le caches. Si tu as échoué à ton permis, si tu as échoué à ton bac, si tu as échoué pour monter ton entreprise, vaut mieux que tu le gardes pour toi parce qu'on va t'allumer. Échouer jeune, par exemple, en France, on aura plus tendance à penser que c'est avoir échoué jeune, à se mettre sur des bons rails. Par exemple, pensez une seule seconde à des jeunes qui arrêtent l'école à 16 ans, ou bien à des jeunes qui vont peut-être aller en professionnel. On va avoir tendance à te dire, mais non, va pas en professionnel, plutôt en général. Pourquoi tu... Mais non, en fait, c'est comme si quand tu allais en professionnel ou STMG ou je sais pas quelle filière, en fait, c'est comme si, entre guillemets, tu avais échoué ou que déjà toi, tu étais un échec. Alors qu'il y a des jeunes qui peuvent arrêter l'école jeunes et pour autant chercher du travail et essayer de gagner leur vie tout simplement. Et on va toujours un peu les considérer comme des échecs. Dites-moi si vous avez déjà pensé des choses comme ça ou si vous avez déjà entendu des choses comme ça. Et en France, on a tendance à glorifier les parcours
parfait, alors même que ces parcours-là ne développent pas la personnalité. Pour vous donner un exemple, l'idéal, en fait, c'est de passer de la primaire au collège, enfin oui, primaire, collège, etc. Une fois que tu as eu ton bac, tu as choisi ta spécialisation, tu commences ta licence ou tu vas en école et tu fais tout d'un coup. Tu ne dois pas échouer, tu ne dois pas redoubler. Si tu commences à redoubler ou à te réorienter, ça commence à être un problème. Oh là là, mais attends, mais tu as commencé en sciences, maintenant tu vas en biologie, enfin, maintenant tu vas en lettres, puis là tu vas en histoire. Enfin, trouve un sens à ta vie, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le problème, pour vous donner un autre exemple, c'est qu'il y avait des élèves d'une école de commerce, on leur disait, écoutez, maintenant vous êtes en école de commerce, mettez-vous en avant sur un réseau comme LinkedIn et trouvez du travail, mettez-vous en avant pour les recruteurs. Sauf que les élèves ont dit, mais moi je ne sais pas comment me mettre en avant, enfin, qu'est-ce que j'ai fait et les élèves, bien qu'ils avaient un parcours relativement exemplaire, ne pouvaient pas mettre en avant leur personnalité parce qu'on n'a jamais appris à ces élèves à se mettre en avant personnellement. Et ça, c'est un gros problème. Pour comparer un petit peu les tendances aux États-Unis, on a tendance à penser que l'erreur, c'est plutôt un apprentissage et une expérience. Donc là, c'est quand même assez différent et l'échec est dissocié de la personne qui échoue. Et ça, c'est extrêmement important, les amis. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'échec, vous n'êtes pas votre échec. Vous avez échoué, donc votre échec vous appartient. Mais ce n'est pas, vous n'êtes pas l'échec en fait. D'accord? Votre échec, ce n'est pas vous à proprement parler. Je ne suis pas un échec. J'ai échoué, c'est vrai. J'ai échoué, c'est vrai. Mais j'ai les capacités de rebondir pour faire les choses mieux, pour ajouter des efforts, pour changer le résultat que j'ai eu. Très, très, très important. On va revenir tout à l'heure dessus. Et on a tendance aussi à penser que l'échec est nécessaire pour réussir. Il n'y a pas de réussite sans échec. Et pareil, vous allez comprendre pourquoi on pense plus comme ça aux États-Unis. On assume beaucoup plus les erreurs et les imperfections et échouer, c'est plutôt être audacieux. Par exemple, en France, si tu échoues, on va plutôt te dire, je t'avais dit, je t'avais dit de ne pas le faire. Tu as voulu lancer un truc, je t'avais dit. Alors qu'aux États-Unis, on va dire, bien joué, tu as essayé. Et ça fait toute la différence. Maintenant, pareil, échouer jeune aux États-Unis, ça va plutôt être, voilà, en fait, tu as essayé jeune de trouver ta propre voie, en fait. Et ça, c'est génial. Alors qu'en France, ce sera plutôt, bah, tu as échoué jeune à te mettre sur de bons rails. Pourquoi tu as arrêté tes études aussitôt, en fait? Voilà, tu as échoué. Tout simplement, il fallait pas arrêter tes études. Et pour donner des tendances également dans l'entrepreneuriat, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut savoir que jusqu'en 2013 en France, à la Banque de France, on affichait les noms des entrepreneurs qui avaient échoué leur entreprise. Est-ce que vous imaginez? Et en 2013, ils ont décidé d'arrêter parce qu'ils se sont dit que ça portait préjudice à ces entrepreneurs. Au niveau des banques, pour faire des prêts, les banques, on voit que, alors dans la liste, alors Roger, est-ce que tu as échoué? Oh là, toi, oh là là, non, non, on va pas te prêter notre argent, nous. Donc c'est pour vous montrer en France comment on associe les gens à leur échec et à quel point c'est difficile. Mais ils ont quand même retiré cette information et ce fichage à la Banque de France, donc c'est quand même un pas vers quelque chose de mieux. En contrepartie, aux États-Unis, si je vous parle de la Silicon Valley, vous avez forcément déjà entendu parler de la Silicon Valley. Et en fait, il faut savoir que l'adage de la Silicon Valley, c'est fail fast, fail often. Autrement dit, échoue vite, échoue souvent. Donc clairement, ça annonce la couleur, hein. Là, on sait clairement que l'échec, c'est quelque chose dont on a l'habitude. Et par exemple, il y a le haut dirigeant d'Apple qui était haut dirigeant dans les années 1980, qui s'appelle Jean-Louis Gasset. Il a expliqué que l'échec fait partie intégrante de la Silicon Valley en fait, et c'est même une raison de son succès. Donc, est-ce que vous voyez déjà le mindset, comment il est différent entre les États-Unis et la France? Maintenant, on valorise beaucoup l'échec parce que, en fait, on veut aller chercher l'innovation et la création. Plus on va avoir peur d'échouer, moins on va réussir à innover parce que innover, c'est prendre des risques. Créer, c'est prendre des risques. Et les Américains aiment prendre des risques. Et est-ce que vous connaissez de grands noms, de grands projets, de grandes entreprises qui ont été créées et qui sortent de la Silicon Valley, par exemple? Moi, je vais vous en dire. Twitter, LinkedIn, PayPal, les caméras GoPro que vous connaissez peut-être, Uber, Dropbox, Airbnb et Twitch pour les gamers. En fait, toutes ces entreprises sont sorties de la Silicon Valley. Et c'est pas pour rien, en fait. Maintenant, dans le monde du travail, puisqu'il faut aussi parler du monde du travail, là, je vous ai parlé un peu de l'entrepreneuriat. Il faut savoir que en France, il faut surtout pas montrer tes échecs dans ton CV, hein. Il faut surtout pas en parler dans ton entretien parce que là, tu es recalé, c'est fini.
Franchement, on a tendance à penser comme ça. Et si tu as un trou dans ton CV, oui, mais j'ai pas travaillé pendant un an, comment je vais faire pour justifier ça? Ah non, c'est mort, personne ne va me recruter, je suis une honte, quoi. Ils vont dire que je suis un fainéant. C'est pareil, l'échec est négatif, en fait. Faut pas mettre d'échec dans le CV. Et puis, si tu t'es trop réorienté, on va te dire, oui, mais pourquoi vous avez changé autant de travail? Vous n'êtes pas stable? Non, 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 vous n'avez pas réussi à vous adapter, on veut pas de vous. Donc ça aussi, on pense beaucoup comme ça en France. Pour vous donner un exemple, aux États-Unis, il y a un mec qui s'appelle Jeff Scardino, qui était un chercheur d'emploi. Il a fait une expérience. Il s'est dit, je vais créer mon CV de l'échec. Tout simplement, un Américain, il a dit, je vais créer un CV avec toutes mes erreurs, mes échecs, là où j'ai échoué, mes recommandations, ce que j'ai pas réussi à faire et tout. Et il a créé un CV normal. Il a fait un CV normal et un CV sur l'échec. Il a dit qu'il a envoyé le CV normal à 10 entreprises et il a envoyé le CV de l'échec à 10 autres entreprises. Là où il a envoyé le CV normal, il a reçu un retour. Là où il a envoyé le CV de l'échec, il a reçu 8 retours, dont 5 entretiens. Donc, c'est vrai qu'il avait un domaine particulier, mais en fait, ça montre quand même qu'il y a une ouverture. C'est parlant parce que ça montre qu'il y a une ouverture par rapport à l'échec. Et ça, j'ai trouvé cet exemple-là très intéressant pour vous en parler. Maintenant, je vais vous parler on va rentrer dans le système éducatif, les amis. Et là, vous allez probablement vous sentir concerné davantage. On laisse peu de place à l'erreur dans le système éducatif. Même si le système de notation est différent entre les États-Unis et la France, ça reste quand même un système de notation et l'impact reste quand même le même globalement, que ce soit en France ou aux États-Unis. Par exemple, dans le système de notation avec un QCM, quand on vous dit, tu as alors une bonne réponse c'est un point, une mauvaise réponse c'est moins deux points. Tu te dis, punaise, mais il faut pas que je fasse d'erreur. Ça veut dire que là, l'erreur, c'est faut pas faire d'erreur. Soit c'est parfait, soit t'es foutu en fait, tout simplement. Donc c'est pour montrer encore une fois, même dans le système de notation, comment on te pointe du doigt et comment on te termine si tu fais une erreur. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà eu des évaluations à points négatifs comme ça? Est-ce que vous en avez déjà eu? Moi, j'en ai déjà eu. Et le problème avec l'école, c'est que les élèves s'identifient beaucoup trop à leurs notes et perdent leur confiance en soi. Si j'ai eu 5, c'est que je vaux un 5. Si j'ai eu 9, c'est que je vaux un 9. Et vous savez, je vais vous parler d'un truc qui est très intéressant et très choquant en même temps. C'est ce qu'on appelle la discrimination positive à l'école. Vous savez qu'il y a une étude qui a révélé qu'à compétences égales, les filles sont mieux notées que les garçons en mathématiques, que les redoublants sont moins bien notés que les autres élèves et que les élèves qui viennent d'une classe aisée sont mieux notés que les élèves qui viennent des catégories populaires. D'accord? Ça a été prouvé. Donc, un professeur ne note pas de manière objective, c'est faux. Les notes sont subjectives. Donc déjà que les notes nous atteignent, si le prof en plus te note moins bien parce que tu as redoublé, alors là, ta confiance en soi, elle descend encore plus. Et ça, c'est un point très important sur lequel je voulais venir. C'est comme quand on te dit, t'as eu combien? T'as eu combien? Mais je veux pas montrer ma note, moi. Ah, tu redoubles cette année? Ah ouais, c'est chaud, mec. Franchement. Ah, tu vas au rattrapage? À force. Parce que franchement, c'est galère. Même quand les appréciations aussi, les appréciations, elles impactent aussi beaucoup les élèves. Peut mieux faire, insuffisant. euh, quand je pensais à autre chose, c'était pas d'effort, etc. On est constamment dans le jugement de l'élève. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu arrives à l'école, on te juge, on te juge, on te juge, on t'associe à une note et tu grandis comme ça tout au long de ton parcours scolaire. D'accord? Donc c'est pareil quand on veut se réorienter après le bac en fait. Ouais, j'ai commencé, et j'en parlais tout plus tôt, ouais, j'ai commencé une licence d'histoire, mais bon, je suis à ma deuxième année, mais en vrai, j'aimerais changer. Mais tu peux pas changer maintenant. Alors, tu es en deuxième année, tu vas reprendre un truc de psychologie, mais non, qu'est-ce que tu me racontes? Et du coup, ça crée vraiment une frustration, en fait. Ça crée une réelle frustration. Et ça, c'est un vrai problème. C'est pareil quand, par exemple, je vais vous parler de la peur de ne pas valider son année ou son semestre ou un module. Par exemple, quand vous voulez aller dans une école précise ou que vous voulez intégrer une formation, mais qu'on vous dit le premier semestre compte, les notes là comptent, parce que pour intégrer l'école, si tu n'as pas les bonnes notes là, c'est foutu. Ça veut dire que dès là, en fait, tu te mets une pression et en fait, ça te monte à la tête, tout simplement. Donc, vous, est-ce que vous pensez que l'échec et le succès sont opposés ou qu'ils vont ensemble? Est-ce que pour vous, on peut réussir sans échouer ou bien est-ce que pour vous, s'il y a échec, il y a échec? D'accord? Et une question aussi à laquelle j'aimerais bien avoir votre réponse, c'est en quelle classe vous avez culpabilisé pour la première fois d'avoir eu une mauvaise note? En quelle classe?
D'accord? Maintenant, là, c'est très intéressant parce que je vous dis que en France, on voit les choses comme ça, aux États-Unis, on voit les choses comme ça, mais pourquoi en fait, les amis? Il y a des raisons à ça et c'est extrêmement intéressant. Ouvrez grand les oreilles, c'est parti. Faut savoir que d'un point de vue historique, en France, la France de manière particulière et l'Europe de manière plus générale a connu un passé long et difficile à construire. Il faut savoir qu'il y a eu différentes guerres qui ont impacté la France et je pense à l'une des guerres qui a été faite contre l'Allemagne en 1870. Il faut savoir que la France a vraiment pris cher et qu'elle a complètement perdu et il y a eu une vraie remise en question de l'élite française parce que l'élite française a échoué en fait à faire gagner la France et là il y a eu une vraie remise en question, un vrai traumatisme par rapport à l'échec et vous imaginez bien que quand on perd une grande guerre, là je ne parle pas de réussir un concours ou quoi, quand on perd une grande guerre comme ça, quand on commence à perdre des guerres, on remet complètement en question notre mode de pensée et notre système. Donc autant vous dire qu'en France, voilà, l'échec, on a connu l'échec, on a connu de grands échecs, donc là, on n'a pas trop envie. En plus, qu'on nous dise, ah oui, l'échec, c'est bien pour la santé. Non, nous, on a perdu des guerres, ok? Donc on sait que c'est pas bien. Pareil, je vous parlerai de. Il faut savoir que. Alors, pour la petite anecdote, faut savoir justement que c'est après la défaite de la France en 1870 contre l'Allemagne que les élites se sont remises en question et qu'ils ont décidé de créer Sciences Po. Pour celles et ceux qui connaissent Sciences Po, ça s'est créé justement entre 1870 et 1872. Après cette défaite-là, les Français ont dit c'est pas possible. Comment l'élite a fait pour perdre? Il faut qu'on se remette en question. On va créer une école où on va pouvoir former une élite au top niveau. Et de là, ils ont décidé de créer Sciences Po. D'accord? Il y a aussi eu la guerre de 1914, la guerre de 1939, qui ont eu des impacts aussi sur la France. Et la France a aussi été envahie par l'Allemagne encore en 1940. Donc la France a eu un lourd passif de guerre et elle a connu l'échec, mais un échec monumental. Il faut savoir que ce sont les Alliés en fait qui ont aidé les Français à sortir de cette situation et à gagner la guerre. Je pense aux États-Unis. Vous voyez, donc les États-Unis, c'est eux qui sont venus aider les Français pour s'en sortir. Est-ce que vous commencez à comprendre un peu déjà, à partir de là, pourquoi le positionnement sur l'échec même n'est pas le même? Et justement, je vous parlais à l'instant des élites. Et oui, la France est un pays élitiste. Il faut savoir que la France est considérée comme ayant l'un des systèmes éducatifs les plus élitistes au monde, notamment grâce à ces grandes écoles. Donc, qui dit élite, les amis, les élites, c'est nous, on est une minorité, on décide pour la majorité, on est supérieur, on sait mieux. Il y a une réalité aussi derrière ça, d'accord? Donc vous imaginez quand l'élite est remise à rude épreuve comme ça, quand tu te remets en question, ben forcément tu te dis, ah ouais, je suis peut-être pas aussi fort que je ne l'imaginais. Premièrement, les guerres. Deuxièmement, et on y arrive, la vision linéaire du temps, qui est opposée à la vision cyclique. Il faut savoir, les amis, qu'en Occident, on a une vision linéaire du temps. Vous allez me dire, oui, mais Alan, c'est-à-dire? Il faut savoir que cette vision linéaire du temps se base sur ce qu'on appelle la théorie de la flèche du temps. Ça veut dire que le temps, en fait, s'écoulerait de manière unidirectionnelle. Ça veut dire passé, présent, futur. Il y a une fin, enfin, il y a un début et il y a une fin tout simplement. Et il n'y a pas de renouvellement en fait du temps. Le temps passé est écoulé et c'est fini, on ne revient jamais dessus. Et ce qui a influencé cette vision du temps, qui est tout à fait arbitraire, hein, c'est on pense comme ça, mais c'est parce qu'on est influencé, c'est aussi par rapport à notre héritage judéo-chrétien. Autrement dit, lorsque vous prenez la Bible, il y a le commencement, la Genèse, l'homme, la femme, la terre, et à la fin, le jugement dernier, avec la fin du monde. Ça veut dire que peu importe ce que vous allez faire, on a vraiment cette notion en Occident du début et de la fin. Donc, vaut mieux que tu fasses ce que tu as à faire et que tu le fasses bien. Et quand tu échoues, en fait, ça devient irréversible. Et parce qu'on considère que le temps est irréversible, on a un rapport à l'échec qui est plus douloureux, en fait. Du coup, on se dit qu'une fois que j'ai échoué, eh bien, c'est fini. Je ne peux plus revenir en arrière et je me dirige juste vers la fin de ma vie. C'est fini, en fait. Après, je trouve que c'est un peu un paradoxe parce que quand vous regardez bien, une semaine, la semaine recommence, on va de lundi à dimanche, puis on revient. Donc, je trouve que c'est un peu cyclique malgré tout. Voilà. Donc, ça, c'est en opposition avec ce qu'on appelle la vision cyclique du temps, qui est une vision qui va être beaucoup plus, je dirais, choisie par les civilisations traditionnelles plus agricoles, qui sont beaucoup plus proches de la nature. Et on pense à des civilisations qu'on retrouvera plus en Afrique, en Chine, on pense aussi aux Mayas et on pense aussi à la théorie de la réincarnation. Ça veut dire qu'il y a cette idée de la rondeur du temps et que rien n'est jamais perdu et que
il y a des cycles en fait dans la nature et on n'y peut rien, donc on s'adapte en fait à la situation. Et on a une meilleure, quand on a une vision cyclique du monde, on a une facilité à s'adapter à la situation et à accepter les hauts et les bas. Parce qu'on se dit que quoi qu'il arrive, on ne pouvait pas empêcher ça, mais on peut s'adapter et la vie est un cycle. Et cette vision-là, elle est extrêmement stylée et intéressante et je pense qu'on devrait penser et on devrait approfondir ça parce que c'est très intéressant en fait. Si on voyait le temps différemment, si notre rapport au temps était différent, peut-être même qu'on verrait les choses différemment. Vous en pensez quoi, vous? Maintenant, ça c'était pour vous expliquer comment cette vision-là et l'histoire ont influencé la France justement par rapport au rapport à l'échec. Mais maintenant, je vais vous dire aussi pourquoi aux États-Unis c'est comme ça en fait. Pourquoi on se dit que l'échec c'est la vie en fait et qu'il faut échouer pour réussir. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le libéralisme est dominant, c'est-à-dire le libéralisme individuel. Aux États-Unis, on considère que les individus doivent être pleinement libres et doivent pouvoir faire tout ce qu'ils veulent pour être épanouis tant qu'ils ne nuisent pas à la liberté d'autrui, bien évidemment. Mais en fait, c'est pour ça que on se dit que on peut faire. En fait, aux États-Unis, il y a cette vision du nouveau monde. Il faut savoir que, bon, avec la prétendue découverte de Christophe Colomb, je crois que c'est en 1492, eh bien, on a cette pensée que l'Amérique, c'est le nouveau monde, the American Dream. Moi, peut-être que c'est parce qu'on est français, mais j'ai rarement entendu des gens dire the French Dream, par exemple. Vous voyez, on a tendance à penser que the American Dream, c'est vraiment la terre où tu peux tout faire. Si tu réussis, il y a P. Diddy qui dit dans un son, if you can do this in New York, you can do it anywhere. Enfin, si tu peux le faire à New York, tu peux le faire n'importe où, parce que tout est possible, en fait. Et ils ont vraiment cet esprit de on va faire, en fait, et on peut tout faire, parce qu'on a la possibilité et qu'on a la liberté de le faire. Et ça, c'est super intéressant. Maintenant, il y a un point super intéressant aussi, les amis, c'est par rapport à la culture protestante. Et oui, il faut savoir que la culture protestante, et là j'aborde le point de vue religieux, je vous parlais tout à l'heure de l'impact judéo-chrétien en France, mais je vous parle maintenant de la culture protestante qui est très présente aux États-Unis. Il faut savoir que plus de 50% de la population américaine est protestante. Alors, le protestantisme, c'est une branche du christianisme, hein, comme vous avez les catholiques, les protestants, et je pense aussi qu'il y a les orthodoxes. Euh, donc voilà, c'est une branche du christianisme et c'est une religion très influente aux États-Unis. Maintenant, pourquoi je vous en parle? Et d'ailleurs, Trump est protestant, donc c'est pour vous donner une idée. Mais en fait, je vais vous parler de la parabole des talents. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est, Alan? Eh bien, la parabole des talents, c'est une parabole que l'on retrouve dans la Bible. Si vous voulez, vous pouvez aller prendre votre Bible, si vous l'avez à proximité, vous allez voir. C'est Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Vous pouvez également retrouver ça sur Internet, hein, vous tapez la parabole des talents, etc., vous trouverez, et vous verrez en fait que c'est une parabole qu'on retrouve dans la Bible, et en fait, elle a beaucoup impacté les croyants. Et l'idée, pour vous résumer très rapidement cette parabole, l'idée en fait, c'est de dire que peu importe la quantité de talent que tu as, ce n'est pas tant la quantité qui fait ce que tu es, mais c'est plutôt ce que tu vas en faire qui va faire la différence. Et il y a le pape Benoît XVI, en fait, qui expliquait que cette parabole-là, elle a suscité beaucoup d'entrepreneuriat et une mentalité active chez les croyants, en fait. Donc là, en fait, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que dans la mesure où le protestantisme impacte beaucoup la vie américaine et même quelque part la politique, il faut comprendre que cette parabole aussi impacte aussi les mentalités. Donc là, vous comprenez que à la fois d'un point de vue historique et à la fois d'un point de vue religieux, on a une vision totalement différente de l'échec par rapport à certains principes. J'espère que vous me suivez jusqu'ici. Donc, il faut savoir aussi que la culture américaine, en fait, elle est façonnée de success stories. On peut penser à Walt Disney, on pense à Henry Ford, on pense également à, comment il s'appelle, Steve Jobs. On entend toujours des grands noms. Et il faut savoir que ce sont des personnes qui ont échoué qui ont réussi au bout de la troisième fois, qui ont échoué, puis qui y sont arrivés. Donc forcément, quand on te dit tout le temps que tes héros aux États-Unis sont des personnes qui ont échoué, je ne sais pas combien de fois avant de réussir, forcément tu te dis que let's go en fait, je vais devoir échouer pour y arriver. Ça fait partie de la culture et c'est comme ça chez nous. Donc voilà, ça ce sont des éléments pour vous montrer. Donc ça ce sont des éléments pour vous montrer. Alors je crois qu'on a un petit souci. Petit problème de connexion, les jeunes vont se connecter. Ok, d'accord, ok, ça marche, ça marche, ça marche. Et du coup, donc, là, je vous ai donné des éléments pour que vous puissiez comprendre. Oh là là, je suis à 20% de batterie. Je suis à 20% de batterie, ça va peut-être couper dans pas longtemps. Oh là là.
Et en fait, ça, c'était pour vous expliquer pourquoi on a cette culture de l'échec en France et pourquoi on a une culture différente aux États-Unis. D'accord? Donc, pour celles et ceux qui le veulent, encore une fois, je pourrais justement vous envoyer les notes. Oui, alors Dale Dre me demande si le live sera enregistré. Oui, il sera enregistré. D'ailleurs, je suis en live sur Facebook. Alors, si jamais ça coupe et que vous voulez continuer à suivre ce qui se passe, vous venez sur E2C Guyane sur Facebook et là, il n'y a pas de problème. Je suis en live dessus en même temps. D'accord? Donc, si vous voulez entendre la suite, vous venez sur Facebook et vous me verrez sur la page de l'E2C en live. D'accord, les amis? Donc, voilà, les conséquences de tout ça maintenant et de notamment la vision qu'on a en France de l'échec, c'est que finalement, on fait moins confiance à la personne qui échoue. Ça, c'est un problème. Et du coup, vu qu'on fait moins confiance aux gens qui échouent, il faut éviter d'échouer, en fait, tout simplement. Et du coup, on a peur d'échouer. Parce que si j'échoue, je sais qu'on ne me fera pas confiance. Vous m'envoyez envoyez un petit DM. Alors, c'est E2C Guyane. C'est E2C, ouais, E2C, le live. Euh, donc voilà. Et comme je disais, en fait, envoyez-moi un DM après, parce qu'il faudra que je retourne dans le live sinon. Mais sinon, envoyez-moi un DM et je vous enverrai par mail les notes du live. C'est pas un problème. Et du coup, comme je vous le disais, en fait, on finit par avoir peur d'échouer parce qu'on ne veut pas entendre parler de nous si on a échoué. C'est ça le problème. Et le truc aussi, c'est que plus on connaît l'échec tard et plus on s'écroule facilement lorsqu'il arrive. Un exemple, vous allez peut-être, yes, voilà, c'est ça, Titi, c'est le 2C, ouais. En fait, lorsque on échoue, et pour vous donner un exemple, tu as que des bonnes notes au collège, au lycée, et quand tu commences à arriver peut-être en prépa ou en licence ou en école, tes notes chutent. Et je me rappelle d'une étudiante qui m'avait dit, je comprends pas, quand j'étais au lycée, j'avais que des bonnes notes, et là, mes notes ont chuté, et je le vis mal en fait. Et je le vis super mal. Donc c'est pour vous montrer à quel point plus on essaie de retarder l'échec et faire comme s'il n'existe pas, et bien plus ça devient difficile de l'accepter. Et puis on peut aussi avoir le syndrome de la page blanche, par exemple, à cause de la peur de l'échec, parce que j'ai tellement peur d'échouer que finalement j'arrive à rien marquer, et puis là j'ai zéro. Donc là, a priori, j'ai vraiment échoué en réalité. Donc ça, c'est un problème également. Et puis, avec la peur d'échouer, en fait, on apprend plus pour la note que pour le savoir et pour intégrer ce qu'on apprend. Alors là, je peux vous dire que ça, je l'ai vu de mes propres yeux, notamment en licence, quand on veut par exemple avoir son diplôme et qu'en fait on apprend la veille. En fait, nous, on n'est pas là pour apprendre ou pour intégrer ce qu'on apprend, on est là juste pour avoir une bonne note parce que l'échec, ça va nous. C'est quoi l'échec? L'échec, c'est pas avoir son diplôme et devoir refaire une année. Donc la seule chose qui compte, c'est de ne pas échouer en réalité. Donc on est prêt à tout pour ne pas échouer, quitte à ne pas apprendre correctement. Et ça aussi, c'est un problème. Maintenant, le dernier point, c'est que quand on est dans le déni de l'échec, eh bien, on a le même comportement et le même raisonnement en fait. Et on ne change pas. On ne se remet pas en question. Et ça, c'est un problème également. D'accord? Donc, euh, il y a aussi un point aussi que je voulais aborder pour finir, c'est que la peur de l'échec crée le perfectionnisme, les amis. La peur de l'échec crée le perfectionnisme parce qu'on a peur d'être mal vu. Et quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, Alan, c'est vrai en fait. Les gens qui ont qui sont très 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 perfectionnistes, qu'est-ce que ça cache en réalité? Est-ce qu'en réalité, c'est pas juste parce que tu as vraiment peur d'échouer et parce que tu as peur de cette pression que tu vas recevoir si tu échoues? Est-ce que c'est pas ça être perfectionniste en réalité? Et si tu avais moins peur de l'échec, est-ce que finalement tu serais pas moins perfectionniste? Très bonne question. Et d'ailleurs, on approfondira beaucoup de thèmes qui sont abordés aujourd'hui. Alors, normalement, là, on est en live sur Facebook et tout est censé bien se passer. Donc voilà, les amis, ça c'était la première partie dans laquelle je voulais que vous puissiez comprendre pourquoi vraiment on a peur autant de l'échec en France. À partir du moment où vous comprenez ça, ça va vous donner déjà un certain pouvoir sur l'échec et vous allez pouvoir travailler dessus. Vous allez pouvoir changer votre mentalité, voir les choses différemment, d'accord? Et ça va vous permettre de ne plus avoir peur de l'échec tout simplement parce que si ailleurs ils n'ont pas peur de l'échec, pourquoi nous, en France ou en Occident, on devrait avoir peur de l'échec en fait? Et si on arrivait à voir les choses différemment, comme les autres voient les choses là-bas? Et pour moi, c'est très intéressant et je me dis que j'ai toujours eu une vision très occidentale du monde et il est temps en fait de voir le monde différemment et je donne un petit clin d'œil à l'Afrique en fait. Et je me dis que voilà, il va falloir aussi que j'aille voir comment on voit les choses ailleurs. Et ça va nous aider, je pense, pour la peur de l'échec notamment.
Maintenant, les amis, on va passer à la deuxième partie. Eh bien, comment faire pour rebondir face à un échec et réussir à persévérer en réalité? Parce que une fois qu'on a compris tout ce qu'il y avait autour de l'échec, qu'on a réussi à changer notre vision par rapport à l'échec, eh bien ouais, mais Alan, là j'ai échoué l'autre jour et je t'avoue que c'est difficile quand même, hein. Ça m'a quand même pas mal démoli et du coup j'ai du mal à me relever. Eh bien là, je vais vous partager 10 points sur lesquels vous pourrez travailler justement pour vous relever et pour réussir à persévérer suite à un échec. Donc, premièrement, la première chose, c'est d'accepter le plus rapidement possible le fait d'avoir échoué et d'accepter les émotions qui vont avec, de ne pas être dans le déni comme j'ai pu le dire plus tôt. Ouais, non, mais j'ai pas échoué en fait. Si, t'as échoué et c'est pas grave en fait. T'as échoué et c'est pas grave. Accepte-le le plus rapidement possible. Plus tu l'acceptes vite, plus tu pourras passer au-dessus rapidement. Et surtout, accepte les émotions qui vont avec. Si tu as envie de pleurer parce que tu as échoué, pleure. Ah, il y a des fois où je me rappelle d'un échec que j'ai eu qui était assez costaud. Je me suis dit, mais Dieu, pourquoi je vis ça? J'étais très mal. J'étais très, très, très mal. Et j'ai accepté cet échec en fait. Mais j'essaie toujours de comprendre pourquoi j'ai échoué en réalité, parce qu'il y a un sens caché derrière chaque échec. Et donc, si tu as envie de pleurer, pleure. Si tu as envie de crier, crie. Si tu as envie d'être énervé, pas sur les gens, mais si tu as envie de crier, d'être énervé, laisse ressortir les émotions qui vont avec. Extériorise. Ne garde pas tout pour toi. D'accord? Première chose, accepte rapidement, en tout cas le plus rapidement possible, ton échec. Deuxième chose, j'en ai parlé plus haut, dissocie-toi de ton échec. C'est extrêmement important. Il y a une différence entre être responsable de son échec et être son échec. Beaucoup de personnes vont te dire t'es nul, toi, mais de toute façon t'es pas intelligent, t'es pas une tête, comme on entend souvent en Guyane. Je sais que c'est quelque chose c'est une phrase qui se dit assez facilement. T'es pas une tête, toi, tu pourras pas faire ça, ça n'a rien à voir. Ok, je suis responsable de mon échec, mais je ne suis pas mon échec. Je ne suis pas un échec. Tu n'es pas un échec en fait. Tu n'es pas un échec. Les choses sont claires et ça, il faut que ce soit clair dans ta tête. Ton échec t'appartient, comme je l'ai dit, mais tu n'es pas ton échec. Et ça, c'est important. Et surtout, les amis, parfois l'échec est hors de ton contrôle. Donc, ce qui va être important aussi, c'est d'analyser qu'est-ce qui est sous ton contrôle, qu'est-ce qui ne l'est pas, par rapport à quand tu as échoué là. Qu'est-ce que tu pouvais contrôler, qu'est-ce que tu ne pouvais pas contrôler. Ouais, mais j'ai échoué, purée, j'ai pas pu aller passer mon concours, j'ai échoué. Oui, mais pourquoi? T'avais révisé, t'étais prêt? Oui. C'était quoi le problème? Il y a eu un accident sur la route. Ah ouais, bah c'est pas de ton contrôle en fait. Et encore heureux, c'était pas toi qui a fait l'accident. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et tout ça permet de mettre les choses en perspective en réalité. Donc, vois ce qui est de ton contrôle et ce qui n'est pas de ton contrôle. Et je vais vous dire une chose, les amis. Ayez le courage d'accepter ce qui ne dépend pas de vous et ayez la volonté de changer ce qui dépend de vous. D'accord? C'est très important. Ayez le courage d'accepter ce qui ne dépend pas de vous et ayez la volonté de changer ce qui dépend de vous. Et encore une fois, le fait de changer ce qui dépend de nous et d'accepter ce qui ne dépend pas de nous, ça rappelle la vision cyclique du temps en fait et des choses cycliques qu'on ne peut pas changer. Donc on s'adapte. Vous voyez la différence? Donc maintenant qu'on a vu ça dans un deuxième temps, dissocie-toi de ton échec. Troisièmement, change ta vision de l'échec. Alors, pour être très clair avec vous, le terme échec a une connotation très négative, notamment en France. C'est très négatif. Même si je dis, ouais, moi j'ai échoué, mais c'est pas grave, le fait de même utiliser le terme échec, ça te démoralise un peu. Un échec, c'est une expérience. Si tu as échoué, tu as eu une expérience. C'est un apprentissage. Tu vas apprendre, tu vas apprendre d'une expérience. J'ai échoué, ouais, j'ai expérimenté un truc là, ouais, voilà. Un échec, c'est une expérience. Pensez-y souvent. Ouais, j'ai échoué, mais c'est une expérience que j'ai faite en fait. D'accord? Ça, c'est très important aussi. Donc, changez la vision même que vous avez de l'échec. Chaque échec est une expérience. La vie est faite d'expériences, en fait. L'échec, la vie est faite d'une expérience. Est-ce que la vie, c'est un échec, les amis? Non. Mais la vie est faite d'expériences. Parce que l'échec fait partie de la vie. L'échec fait partie de la vie, en fait. Parce que la vie, c'est comme ça. Si tu n'échoues pas, c'est que tu es couché, que tu ne fais rien. Et encore, là, tu auras échoué à essayer. Et ça revient à ce que je vais dire juste après, c'est que dans un quatrième temps, il faut intégrer certaines idées concernant l'échec. Et ces idées-là, franchement, il faut se les répéter autant de fois que nécessaire. Il faut savoir un truc, c'est que quand tu parles tout seul, en réalité, tu ne parles pas tant tout seul que ça, tu parles à ton cerveau. Pourquoi? Parce que si vous remarquez bien, il y a il y a pas de problème. Si vous remarquez bien, en fait, quand les gens vont vous dire, t'es nul, t'es bête,
T'es pas une tête. Bizarrement, vous allez vous braquer et vous n'allez pas agir comme si vous pensiez que c'était vrai. Pourquoi? Parce que votre cerveau a enregistré ces informations-là. Donc, c'est important qu'en amont, vous puissiez enregistrer d'autres informations dans votre cerveau. Voici des affirmations que je vous recommande. Il n'y a pas forcément de succès sans échec. Il faut arrêter de croire qu'on peut tout réussir dans sa vie sans échouer. C'est faux. L'échec fait partie de la vie. Il n'y a pas forcément de succès sans échec. Très important. Deuxième phrase. Si je suis vivant, je peux réessayer. Maintenant, ça dépend de ce que vous voulez réessayer. Parfois, on n'a pas la possibilité de vraiment réessayer parce que c'était quelque chose qu'on pouvait faire peut-être une seule fois. Mais si tu as la possibilité de réessayer et si tu es là aujourd'hui dans ce live et que tu es vivant, eh bien oui, tu as la possibilité de réessayer en fait. Donc pourquoi tu ne le ferais pas? Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, j'ai eu le courage d'essayer et ça, ce sera toujours une réussite. Personne ne pourra vous dire que le fait d'avoir essayé, c'était un échec. On pourra vous dire que vous n'avez pas eu le résultat que vous vouliez avoir. On pourra vous dire que là, vous avez échoué à avoir le résultat. Mais personne ne pourra vous dire que vous avez échoué à essayer. Parce que dans tous les cas, le fait d'avoir essayé sera toujours une réussite et personne ne pourra vous l'enlever. J'ai eu le courage d'essayer et ça, ce sera toujours une réussite. Et ne laissez personne vous faire croire le contraire. Plus c'est difficile, plus il y a de chances d'échouer et c'est normal. Si on veut faire des choses difficiles, forcément, eh bien, on aura du mal à peut-être à y arriver. Il faudra peut-être qu'on réessaye. Il y a un concours, je pense au concours de l'ENS que j'ai passé une fois, mais ce concours est très difficile. Il faut redoubler plusieurs fois. Il y a des profs qui te disent, il faut que tu fasses 3 années de ça, plus 2 ans de ça, plus que tu repasses le concours tant de fois pour l'avoir. Parce que les choses difficiles ne s'acquièrent pas forcément facilement. Je suis à 10% de batterie sur Instagram. Donc, les amis, si ça coupe, comme je vous ai dit, vous pouvez me rejoindre sur le Facebook Live de l'E2C Guyane. Encore, la perfection n'existe pas, les amis. Le plus important, c'est de s'améliorer. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est de s'améliorer. La perfection, c'est subjectif. À trop vouloir que ce soit parfait, c'est en réalité se dissimuler une peur de l'échec. C'est tout. Si tu n'as plus peur de l'échec, tu n'as plus besoin d'être parfait parce que tu vas t'améliorer constamment. On s'améliore toute notre vie en fait. Et ça aussi, il faut le comprendre. Maintenant que j'ai de l'expérience, la prochaine fois sera meilleure. Si vous intégrez ces phrases-là, les amis, votre rapport même à l'échec va changer complètement. Maintenant, pour aller encore plus de manière concrète, là, il faut qu'on apprenne de l'échec parce que là, on a libéré nos émotions, on a un différent mindset par rapport à l'échec, on s'est dissocié de l'échec. Bon, concrètement, là, on va parler d'intelligence situationnelle. J'ai échoué. Qu'est-ce que j'ai appris de l'échec? Comment j'ajuste? Comment je fais en sorte de ne plus échouer après? Première question, qu'est-ce que j'ai fait pour tenter d'y arriver? Alors, pour tenter d'avoir mon permis, j'ai révisé le code. Et voilà, j'ai révisé quand j'avais le temps, plusieurs fois par semaine. OK. Qu'est-ce que j'ai appris de cet échec? Je ne l'ai pas eu. J'ai appris qu'il faudrait que je révise davantage. J'ai appris qu'il faudrait que je sélectionne pas que certains chapitres, mais que je révise vraiment tout dans les détails parce qu'il y a des choses que je pensais que je connaissais et au final, je ne connaissais pas ces choses-là. D'accord? Parce que l'échec envoie des signaux, les amis. Vraiment. Maintenant, quel ajustement je vais pouvoir faire et qu'est-ce que je vais pouvoir faire différemment? Ben, je révise avec un livre, mais j'ai vu aussi qu'il y avait des tests sur Internet pour réviser le code. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réviser sur Internet. Et puis, je vais peut-être réviser aussi avec un ami qui connaît bien, qui va pouvoir aussi me questionner, qui va pouvoir m'aider, qui va peut-être pouvoir me montrer aussi une voiture, où est-ce que les parties de la voiture sont exactement pour que je puisse m'attendre à ce que voilà, je peux recevoir comme question, ou même pour le permis après. Qu'est-ce que si on me demande quoi que ce soit, au moins je saurais quoi choisir. Et du coup, en fait, on répond concrètement. Donc, dans un cinquième temps, qu'est-ce que j'ai fait pour y arriver? Qu'est-ce que j'ai appris de cet échec et quels ajustements je vais faire pour pouvoir repartir à l'attaque. Il faut pouvoir être capable de répondre à ces questions-là. Maintenant, en sixième lieu, il faut parler avec des gens qui ont eu les mêmes expériences que nous. Là, je ne parle pas d'échec, je parle d'expérience. Mais pour moi, ce sont des synonymes. Lorsque vous parlez avec des gens qui ont eu les mêmes expériences que vous allez déjà dédramatiser parce que vous allez vous dire, ah, je suis pas seul en fait. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup parler de mes échecs. C'est très important. En fait, vous allez dédramatiser, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Vous allez voir que les gens ont aussi ressenti les mêmes émotions que vous peut-être. Et là, ça va vous soulager. Et il faut savoir que le fait de parler fait partie du processus de guérison.
Garder les choses pour soi, ça aide pas à guérir. Et là, je parle de l'échec, mais ça peut être aussi des problèmes familiaux, des problèmes de couple. Vous savez, je pense, et vous voyez un peu ce que ça donne lorsque justement on garde les choses pour nous et qu'on ne communique pas. D'accord? Et puis, il y a aussi quelque chose de très important. Parle de ton échec et assume-le. Ça revient au premier point dont je vous parlais, le fait d'accepter d'avoir échoué. Parle-en avant qu'on en parle à ta place. Par exemple, t'as raté ton permis encore alors? Eh ben, dis donc. Et toi, tu vas te dire, mais attends, mais j'ai dit ça à quasiment personne. Comment il sait ça? Ça veut dire que tout le monde sait ça, mais qui a dit? Et là, tu commences à te prendre la tête, tu commences à être frustré et tu culpabilises encore plus. Et là, tu as juste super honte et tu veux te cacher en fait. Et ça, c'est un vrai problème. D'accord? Donc, peut-être que vous avez déjà expérimenté ça. Hein, vous ne vouliez pas trop parler d'un échec. On m'a dit que tu as redoublé. Fou. Ouais, mais j'avais dit de ne pas en parler, quoi. Parce que toi-même, tu n'assumais pas l'échec. Oui, j'ai redoublé, c'est vrai. Et donc, ouais, effectivement, je vais continuer, etc. Ouais, j'ai raté mon permis, mais je le repasserai bientôt et tout. Terminé. Il faut bloquer le discours des gens. Maintenant, septième point, protège-toi de ce que les gens vont dire. Déconstruis leur discours, d'accord? Et change le discours que tu as avec toi-même. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Une personne vient te dire, ah ouais, franchement, t'as redoublé, t'es nul, en fait, t'es pas une tête. En fait, quand tu déconstruis le discours de la personne, c'est pas pour la corriger elle, hein, c'est pour que l'information à la fin de la journée qui résonne dans ton cerveau, ce soit la bonne. Un exemple. Ah, t'es pas une tête, t'as redoublé toi. Non, c'est juste que je n'ai pas suffisamment travaillé, mais moi j'ai les capacités pour réussir mon année en fait et pour continuer et ne plus redoubler. C'est juste que je n'ai pas fourni suffisamment d'efforts. Donc la prochaine fois, je travaillerai mieux pour avoir mon année. D'accord? Et c'est important de revenir sur cette idée de capacité. J'ai les capacités, ok? Cette histoire de je suis pas une tête, etc., il faut arrêter avec ça, c'est des bêtises. D'accord? C'est juste qu'on associe notre échec avec qui on est. Et ça, c'est un réel problème. Donc, reformulez toujours. Pour vous donner un autre exemple. Une fois, ma mère, elle envoyait la blague, elle m'a dit, ah ouais, t'es nul. J'ai dit, non, je suis pas nul. Ma blague est nulle, mais moi, je suis pas nul. Je suis pas nul. Après, elle me dit, ah oui, mais t'exagères et tout. Non, parce que après, j'intègre ça dans ma tête. J'intègre ça. Même si dans un contexte de blague, c'est un peu différent. Mais le truc, c'est que ton cerveau l'intègre. Et après, il y a plein de gens qui disent, ouais, mais si t'as pas un nom en Guyane, si t'as pas un nom aux Antilles, tu peux pas trouver un boulot. Si t'es pas quelqu'un aux Antilles, tu peux. C'est des bêtises. Si tu n'as pas, non, un nom, ça se crée. Et je parle de ça avec ma mère. Je lui ai dit, si tu n'as déjà tout le monde a un nom, mais tu dois te faire un nom. Tu dois te faire un nom. Toutes les personnes m'ont dit, oui, mais t'as entendu cette personne-là, ça c'est un nom. C'est qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour en arriver là? Ils se sont pas levés un matin et ils sont devenus des gens comme ça avec un nom et puis on les connaît en Guyane ou je sais pas où. Ce sont des gens qui ont fait quelque chose pour arriver là, mais on néglige trop ce que les gens font parce qu'on associe seulement les choses à qui ils sont. J'ai un nom, tu as un nom, toi qui me regardes, toi qui me regardes, nous avons des noms, mais qu'est-ce qu'on fait pour bâtir nos noms et pour avancer, créer notre réseau et changer les choses? Très important. Huitième lieu, il faut faire des activités pour pouvoir décompresser et créer des moments précis de bonheur. Ça veut dire que quand tu vois, tu as échoué comme ça, c'est lourd, quoi. Tu as besoin de te changer les idées. Ça peut être du sport, les jeux vidéo, la télé, Netflix, tu sais pas, vraiment quelque chose qui te fait changer les idées. Ça peut être la cuisine, aller voir des amis, peu importe. Il faut que tu aies des moments dans la journée où tu vas te dire, là, franchement, je prends du temps pour moi, là, c'est bon. J'ai échoué, mais je respire en fait. Je respire, je fais un truc qui me passionne, un truc qui me fait décompresser totalement et j'ajoute des moments comme ça dans ma journée pour un peu me détendre parce que sinon ça peut te trotter dans la tête et ça peut être difficile en fait. D'accord? Donc ça c'est pour le processus de guérison et d'acceptation même de l'échec. D'accord? Ça c'est important aussi. Ensuite, écrire un plan d'action concret parce que comme vous l'avez vu un peu plus haut, on a répondu à certaines questions. Oui, qu'est-ce que j'ai fait pour y arriver? Pour qu'est-ce que j'ai appris de cet échec? Maintenant, il faut avoir un plan d'action concret. Ok, j'ai échoué. Quand est-ce que je repasse mon permis? Quand est-ce que je reprends les heures de conduite? Le mois prochain? Dans 2 mois? Dans 3 mois? Dans les jours prochains? Qu'est-ce que je fais pour repasser mon code? Ok, je vais passer ce concours-là. Combien d'heures dans la semaine je mets de révision? À quel moment je vais réviser? Il faut avoir un plan d'action, d'accord? Un plan d'action concret que vous allez pouvoir utiliser pour dire là je révise, là je me concentre, là je fais ça, là je fais ça à tel moment. Parce qu'une fois qu'on a fait toutes ces étapes-là, on est prêt à repartir en vrai. Mais maintenant, comment on fait pour s'organiser pour repartir? C'est à ce moment-là que vous avez votre plan d'action concret et que vous établissez votre plan dans le temps
par exemple, si on est en janvier, vous voulez, je sais pas moi, il y a un examen en juin, vous prévoyez les différents mois et vous prévoyez les mois, les semaines pour voir, ok, là j'aurai du temps pour réviser, ok, je vais préparer que sur ce mois-là parce que j'ai pas de visibilité sur le reste du temps et ensuite je vais voir pour le reste. Mais il faut avoir une visibilité moyen terme au moins. Si vous avez une visibilité long terme, c'est beaucoup mieux. Si vous avez moyen terme, c'est très bien. Court terme, ça va. Mais il faut essayer d'avoir au moins moyen terme. Et en 10e lieu, les amis, tout simplement, let's go en fait. Let's go, allez-y, let's go. Donnez tout ce que vous avez et repartez de plus belle pour aller réussir votre objectif, tout simplement. Donc ça, c'est super important. Le 11e point, en réalité, j'ai un petit point bonus pour vous, qui est aussi très important, en tout cas que je considère comme très important, c'est pourquoi vas-tu persévérer en fait. Rappelez-vous toujours pourquoi vous voulez persévérer et pourquoi vous voulez arriver là où vous voulez arriver. Et où est-ce que vous voulez arriver en fait. Très important parce que beaucoup de fois, je me suis relevé parce que mon pourquoi était fort et parce que je sais que malgré tout, je veux arriver là où je veux arriver. Je veux qu'Ala de motivation devienne la personne que je vois qu'il doit devenir. Je veux accomplir certaines choses. Je sais pourquoi je le fais. Parce qu'il y a des gens qui comptent sur moi, parce que j'ai envie de faire la différence, parce que j'estime que je peux surtout, que j'ai les capacités pour le faire. Et si vous savez que vous avez les capacités et que vous méritez d'avoir quelque chose, que vous méritez d'y arriver et que vous pouvez le faire, alors il n'y a pas de raison que vous ne recommenciez pas et que vous n'alliez pas chercher votre objectif. Ok les amis? Donc en ayant analysé tout ça, en prenant tout ça en compte, ce sont peut-être des choses qui vont se faire dans le temps. Ça veut dire qu'on ne change pas sa vision et son mindset du jour au lendemain. Hein, d'accord? On ne change pas du jour au lendemain. Ce n'est pas aussi simple. Mais vous allez vous rendre compte que même en, comme je vous disais, en se parlant à soi-même, en faisant ce petit travail d'écriture, en changeant son rapport à ses échecs et en comprenant pourquoi l'échec est comme ça en France, aux États-Unis et la vision qu'on a de l'échec dans le monde, comment elle peut être différente, eh bien à ce moment-là, les amis, je vous assure que quand vous analysez tout ça, vous serez à même de pouvoir davantage rebondir face à vos échecs et vous aurez plus peur d'échouer surtout. Donc le perfectionnisme, je pense que c'est beaucoup de peur de l'échec déguisé, tout simplement. Une personne qui vous dit, moi je suis un grand perfectionniste, oui, as juste grandement peur d'échouer en fait. Voilà, ça c'est un sujet à approfondir, mais en tout cas, je pense que derrière le perfectionnisme se cache une énorme peur de l'échec tout simplement. Donc voilà les amis, ça fait maintenant à peu près 46 minutes qu'on est ensemble, ça n'a pas coupé, donc c'est génial en réalité. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit souci au niveau du live Facebook, j'ai l'impression que les étudiants n'ont pas pu venir, oh là 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 là, mais bon, je ne sais pas ce qu'il en est. En tout cas, voilà les amis, je tenais absolument à partager toutes ces pistes de réflexion. Je serai amené à approfondir beaucoup de ces sujets, je vous avoue, parce que il faut qu'on domine cette peur de l'échec parce qu'une fois qu'on n'a plus peur de l'échec, on peut faire ce qu'on veut. Mais là, vous avez globalement compris hein, pourquoi on a autant peur de l'échec. Ok? Je pensais vraiment pas être capable que ma connexion aurait tenu sur le live Insta, sinon j'aurais fait directement dessus en réalité. Mais c'est pas grave, on apprend. Regardez, est-ce que là, bon, c'est une expérience, est-ce que j'aurais dû le faire sur Insta ou Facebook? Bon, là, regardez, j'ai l'impression que les étudiants n'ont pas vraiment pu se connecter. Est-ce que je me dis, waouh, là, c'est un échec total? Non, c'est une expérience. Qu'est-ce que j'apprends de ça? On rebondit, let's go. Car il y a déjà une prochaine fois qui arrive dans ma tête parce que je suis constamment dans cette idée d'amélioration. Il n'y a que ça de vrai, l'amélioration. Personne n'est parfait, c'est faux. Franchement, je suis quelqu'un, j'essaye et c'est tout. Donc voilà les amis, si vous avez des questions maintenant, c'est libre, hein, on a un peu plus de 10 minutes. Si vous avez des questions, vous avez envie d'aborder des choses, posez-moi vos questions, on en discute, hein, vraiment, et voilà. J'ai aussi deux histoires que je peux vous raconter, deux expériences personnelles, hein, deux échecs que j'ai eus qui m'ont appris deux grandes leçons de vie aussi. J'ai aussi fait une découverte par rapport à une découverte scientifique qui a été faite. Enfin, en tout cas, c'est un psychologue qui a fait cette découverte-là, donc je peux aussi vous parler de ça. Il y a pas mal de choses en réalité. Donc voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, on en discute. Si vous voulez parler d'un de vos échecs, d'une expérience, poser une question, revenir sur un point, qu'on reparle de quelque chose, que ce soit d'un point de vue historique, les guerres, la vision. Moi, j'ai beaucoup, quand je vous avoue que j'ai travaillé sur ce live, j'ai beaucoup aimé la vision linéaire du temps et la vision cyclique. C'est quelque chose que je trouve vraiment incroyable. L'impact aussi de... Ça va couper dans 2 minutes. Les amis, je vous laisse.
De rien, ça va couper. Je crois que mon portable va s'éteindre. Donc, écoutez, je coupe le live. Bye bye. On se donne rendez-vous sur Facebook pour ceux qui veulent. Ciao, ciao. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe sur Facebook? Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Hop, il faudrait que je branche mon portable en réalité. Alors, petit problème de connexion, les jeunes vont se connecter. Qu'est-ce qui s'est passé là? Hop là, share to IGTV, c'est clair et net. Share, share, share. Atelier, comment ne plus avoir peur de l'échec. Là, je partage ça sur Instagram. Postez-moi ça. Ouh là 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 là. Est-ce que j'ai pris mon chargeur? Je ne suis pas sûr de l'avoir pris. C'est compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Alors, il faut que je mette mon portable à charger, sinon ça va être compliqué pour moi, là. Hop, est-ce que j'ai une prise ou quoi que ce soit? Vite, 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 vite. Euh, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est bizarre. Ah, ok. Le son est un peu faible, Martine? Tu m'entends pas bien? Aïe, aïe, aïe. Euh, le son est un peu faible. Ok, 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 ok. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe exactement? Le live sera toujours disponible sur Facebook? Oui, oui, le live sera. Alors, en fait, si tu veux, Martine, comme j'ai demandé au début, j'ai attendu pour voir s'il y avait du monde pour justement me dire comment on m'entendait. J'ai commencé, tu vois, comme j'ai vu qu'il y avait, j'ai eu l'impression qu'il y avait personne, donc j'ai commencé. Je ne sais pas comment vous m'entendez. En tout cas, bien sûr, hein, Lenda, le live sera disponible sur Facebook, sur la page de l'E2C Guyane. Donc, il n'y aura pas de problème. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Leslie Anne m'a dit qu'il y a eu un souci de connexion. J'espère que ce n'était pas de mon côté. Euh, mais du coup, voilà. Mais le live sera disponible, hein, il n'y a pas de problème, Lenda. D'ailleurs, Lenda, toi, tu es à l'E2C Guyane ou... euh, Ouais, est-ce que tu peux me dire si toi t'es à l'E2C ou bien tu es venu parce que ok euh, ok en tout cas on est là alors comme je le disais hein, je vais peut-être vous partager ok d'accord je reçois un peu en décalé les messages et je comprends pas trop pourquoi mais d'accord ça marche. En tout cas je verrai avec Leslie Anne ce qui s'est passé au niveau de la co mais alors comme ok d'accord. Ok, d'accord, à l'E2C, ok, super. Oui, oui, le live sera disponible, bien sûr, sans problème. Alors, comme il me reste à peu près 8 minutes, je vais vous partager d'autres choses, des éléments intéressants aussi sur lesquels vous pourrez revenir. Et d'ailleurs, nous sommes en groupe. D'accord, ok, d'accord, d'accord. D'accord, ça marche. Ça marche, Lenda. Alors d'ailleurs, comme je le disais dans le live, Lenda, mes notes également seront disponibles, hein. Ça veut dire que vous pourrez avoir accès aux notes, vous pourrez voir les différents éléments, aussi justement les différentes étapes par rapport à l'échec. Vous pourrez y avoir accès. Si vous voulez avoir accès aux notes, vous me le dites directement ou bien peut-être à Leslie Anne ou à une personne de l'E2C, qu'importe et je ferai en sorte de vous fournir les notes aussi du live pour que vous puissiez vraiment bénéficier au maximum des informations. D'accord? Donc il me reste à peu près 7 minutes avec vous. Donc je vais quand même j'ai abordé pas mal de choses hein. Pour faire un récapitulatif, peut-être un petit récapitulatif du live et de tout ce que j'ai dit. J'ai parlé justement du pourquoi, en fait, pourquoi on a autant peur de l'échec en France.
de manière générale et aussi en Guyane, puisque bon, la Guyane est rattachée à la France, donc forcément on est rattaché au système occidental. Et pourquoi, de manière générale, on a peur de l'échec autant en Occident? J'ai expliqué ça en donnant des informations pour expliquer d'un point de vue historique ce qui avait pu impacter la France, pour expliquer pourquoi la France avait autant de réticence face à l'échec par rapport aux élites, et aussi comment d'un point de vue religieux, comment la religion aussi avait justement apporté son impact dans cette peur de l'échec, et également pour comparer aux États-Unis, parce que c'était important de voir comment les gens pensent ailleurs. Et j'ai expliqué aussi de la même manière quasiment en parlant à la fois de l'aspect historique, en disant effectivement, en parlant des États-Unis comme le nouveau monde, en disant qu'on a l'esprit pionnier aux États-Unis et qu'on a vraiment la liberté de faire. J'ai abordé donc le libéralisme, hein, le libéralisme aux États-Unis, et également l'impact du protestantisme, qui est donc une religion qui est très très influente aux États-Unis. Et du coup, alors comment elle doit faire au cas où elle veut faire une formation en métropole? Alors, il y a une camarade qui veut savoir comment elle doit faire au cas où elle veut faire une formation en métropole. Alors, ça dépend complètement, ça dépend de quelle formation elle veut faire, ça dépend de, effectivement, c'est un peu vaste. Il faudrait que, alors j'ai l'impression que le message a disparu, mais en tout cas, je réponds quand même à la question. Pour faire une formation en France, il faut déjà savoir quelle formation elle veut faire. Maintenant, savoir quels sont les organismes qui peuvent l'aider, notamment à financer son billet. Quand je suis parti, j'ai été financé par l'ADOM au départ, hein, quand je suis parti. Donc, il faut voir quels sont les organismes en Guyane qui peuvent aider. Ensuite, pour faire la formation, il faut voir quelle formation exactement, qu'est-ce qu'elle veut faire. Euh, et puis les modalités d'inscription aussi, les modalités d'inscription pour cette formation-là. Ensuite, il y a forcément la question du logement, etc. Mais là, encore une fois, il faut voir les aides qui sont mises à disposition et les dispositifs qu'il y a en Guyane pour cela. Alors là, je pense à l'ADOM comme ça, mais ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé l'ADOM. Donc, il faudrait voir justement les dispositifs. J'en ai pas forcément en tête, mais ça dépend encore une fois de la formation qu'elle veut faire. D'accord? Il faut vraiment pour le coup, qu'elle soit au clair sur la formation qu'elle veut faire et à partir de là, qu'elle se renseigne justement sur les aides qu'il y a et justement sur les modalités d'inscription pour cette formation-là. Donc, du coup, le message a disparu, mais j'ai quand même répondu. Et du coup, donc, comme je disais, j'ai abordé donc la question de l'échec. De rien, sans problème, sans problème. Donc, j'ai abordé la question de l'échec et justement du pourquoi en fait, pourquoi on a autant peur de l'échec en France, etc. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. Là, on est en échange libre. Il nous reste à peu près 3 minutes. On est en échange libre, donc faites-vous plaisir, posez des questions que vous avez envie de poser en réalité, hein, qui sont en rapport de près ou de loin ou pas du tout au sujet. C'est comme vous voulez. Là, c'est vraiment libre et je répondrai au mieux à vos questions. Donc voilà, en tout cas, j'ai tenté de vous expliquer au mieux les logiques historiques, religieuses qui impactent la vision même qu'on a de l'échec et également la vision du temps que l'on a qui impacte aussi notre vision de l'échec. Et j'ai partagé avec vous 10 points, dont un bonus qui justement avait pour objectif de vous permettre de rebondir face à un échec et d'avoir le bon mindset et d'avoir les clés finalement, les clés pour que vous puissiez rebondir face à un échec pour agir de la bonne manière. D'accord? D'abord, il faut penser de la bonne manière pour agir de la bonne manière. D'accord? C'est super important. Si on pense de la bonne manière, qu'on a les bonnes connaissances, alors on peut agir de la bonne manière, les amis. Merci beaucoup, Lily Balno. Alors, au niveau du son, bon, ben, je verrai quand le live sera enregistré sur Facebook ce que ça a donné. Il y a Martine qui m'a dit que le son est un peu faible, en tout cas qu'il était un peu faible. Je ne sais pas comment vous m'entendez en tout cas, mais j'ai énormément apprécié l'expérience avec vous. Le sujet est énormément intéressant. Beaucoup de points qu'il faudra approfondir. Donc, je me ferai un plaisir de continuer à approfondir les différents points pour qu'on puisse au final complètement, j'allais dire éradiquer, mais en réalité pour qu'on puisse maîtriser complètement notre peur. Euh, D'accord. Ok, ok, d'accord, Martine. Maintenant, en maternelle, ils évitent de dire aux enfants qu'ils se trompent. En fait, pour moi, tu sais, c'est pas tant le fait de, parce que les erreurs, c'est normal, tu vois, mais en fait, c'est vraiment
le fait d'apprendre aux enfants qu'ils ne sont pas leurs erreurs et que c'est normal d'en faire en fait, et de voir ça comme de l'expérience et de valoriser les erreurs. Mais quand je dis de valoriser les erreurs, c'est de valoriser les apprentissages qu'on en fait. Parce que c'est comme un bébé qui apprend à marcher. S'il fallait que le bébé se lève et qu'il marche d'un coup, le bébé, en fait, et c'est ça, en fait, c'est une pression qu'on met et c'est une pression qu'on a autour de nous. Parce que le bébé, il tombe 36 000 fois, il tombe je ne sais combien de fois en réalité, et à aucun moment il se dit, oh, j'ai échoué, je ne vais pas recommencer, je ne veux pas marcher, en fait. C'est j'ai échoué, donc il reste assis toute sa vie comme ça. Non, parce que pour lui, c'est normal, en fait, d'échouer, ça fait partie de la vie. Et puis quand on grandit, on nous fait comprendre que l'échec, c'est mal, qu'on est un raté, qu'on est un moins que rien si on échoue. Et du coup, on a peur tout simplement de vivre des expériences de la vie. C'est ça que ça résume. Si je devais résumer la peur de l'échec, c'est la peur de vivre au final. Parce que l'échec, c'est la vie. Et la vie, c'est une expérience, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on n'ait pas peur de l'échec. Et justement, les peurs, c'est important. Donc voilà les amis, on a passé une petite heure ensemble. C'est avec un grand plaisir que j'ai été avec vous. Bon, on n'a pas pu avoir beaucoup d'interactions. En tout cas, le live sera disponible. Merci encore une fois à l'E2C Guyane pour m'avoir donné l'opportunité d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier la rediffusion du live pour celles et ceux qui n'ont pas pu la voir. Beaucoup de choses intéressantes ont été dites et je vous dis à bientôt parce que là, je vous assure qu'on en reparlera de l'échec et de tout ce qu'il y a autour. Je vous fais un ciao ciao et je vous dis à bientôt tout le monde. Portez-vous bien surtout. Alors oui, du moins ils le font plus d'une manière positive que... Yes, je vois ce que tu veux dire Martine. Allez, portez-vous bien tout le monde. Ciao ciao.